Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la 9e vidéo de cours de Rust, et aujourd'hui dans la vidéo on va parler des fonctions en Rust. Alors déjà, les fonctions, vous en avez déjà vu une, hein, puisque la fonction main qu'on utilise depuis le début, voilà, c'est une fonction, hein, mais on va parler ici un peu plus en détail, on va voir comment créer nos propres fonctions, hein, et comment les utiliser à l'intérieur justement de la fonction main par exemple, même si on pourrait les utiliser autre part, soit dit en passant. Donc, déjà pour commencer, une fonction c'est quoi, hein, parce que depuis le début on a la fonction main, mais on ne sait pas vraiment ce que c'est. Une fonction c'est simple, c'est un outil qui va nous permettre, un, d'éviter de répéter du code, et deux, de gagner en lisibilité, en clarté dans notre programme. Donc pourquoi éviter de répéter du code? Et ben pour la même raison que quand on avait dans l'épisode sur les boucles, on avait parlé du fait que voilà, si j'ai besoin par exemple d'afficher 10 fois à l'écran un message, plutôt que d'écrire 10 fois l'instruction println, et ben il vaut mieux l'écrire une fois à l'intérieur d'une boucle qui elle va se répéter 10 fois. Ici on évite de répéter du code, hein, on écrit juste une boucle et ça nous fait 10 fois la même action. Et ben là ça va être le même objectif. En fait ce qui va se passer c'est que si dans notre programme on a un bout de code qu'on sait qu'on va réutiliser beaucoup de fois, plutôt que de devoir le réécrire à chaque fois qu'on va en avoir besoin, et ben on va préférer le placer dans une fonction qui, elle, on va l'appeler à chaque fois qu'on en a besoin. Mais le code on l'a écrit qu'une fois. Donc c'est un gain énorme, hein. Voilà. Deuxième chose, je vous ai dit clarté et lisibilité, parce que si on écrivait à chaque fois le code à l'intérieur de la fonction main, vous vous rendez bien compte que sur un projet sérieux, avec parfois des milliers de lignes de code, ça va très très vite devenir encombrant, hein. Si on ne peut pas séparer notre code en plusieurs parties logiques, etc., etc., ça va être difficile de le maintenir, difficile d'ajouter des choses, difficile de tracer une erreur, de retrouver une erreur. Donc il va y avoir un besoin tout simplement de séparer un peu les choses pour pouvoir plus facilement travailler dessus. Bon, maintenant on sait ce que c'est une fonction, comment ça marche les fonctions en Rust, comment on les déclare. Pour commencer, sachez que on va devoir déclarer nos fonctions en dehors de la fonction main. Jusque là ça paraît un peu logique, on est en train de faire une autre fonction, donc on sort de la fonction main. Donc là, depuis le début on est à l'intérieur des accolades, là on va être à l'extérieur. La fonction, vous pouvez la déclarer en dessous ou au-dessus de la fonction main, ça pose aucun souci. Je précise parce qu'on sait, c'est le cas, on peut le faire aussi, mais il faut utiliser un prototype. Donc là, c'est pas le cas en Rust, vous pouvez le déclarer au-dessus ou en dessous directement. Ici, on va juste calquer pour l'instant la fonction main. On voit que elle nous explique comment créer une fonction, hein. On met d'abord le mot-clé fn, suivi d'un nom. Pour la fonction main, c'était un nom qui était imposé. Là, on peut mettre le nom qu'on veut. Moi, je vais faire une fonction carré. Voilà. Des parenthèses, un espace et des accolades. Et là, ça y est, je viens de déclarer une fonction. Alors en l'occurrence, cette fonction, elle fait rien pour l'instant, mais je viens de déclarer une fonction. On va rajouter un peu de code dans notre fonction, hein. Donc dans le corps de la fonction qui est délimité par les accolades, vous comme il y avait le corps de la fonction ici pour la fonction main, et on va rajouter notre code. Moi, je vais tout simplement, voilà, je vais déclarer x que je vais mettre à 5, et je vais afficher le carré de x, donc x fois x, oula, excusez-moi. Et là, j'ai écrit une fonction qui est complètement valide, voilà, c'est une fonction qui déclare une variable x, qui lui assigne la valeur 5, et qui affiche le carré de x, tout simplement, donc en l'occurrence le carré de 5. Maintenant, moi j'aimerais bien utiliser cette fonction dans la fonction main, parce que l'intérêt d'en avoir fait une fonction, c'est que je peux l'appeler, c'est que je peux l'utiliser autant de fois que j'en ai besoin. Pour ça, c'est très simple, encore une fois, comme on l'avait fait, alors en l'occurrence c'est une macro, mais on l'avait fait aussi pour le println, on l'a fait aussi pour générer un nombre aléatoire dans la vidéo numéro 5, si je ne me trompe pas de numéro. On a juste besoin de marquer le nom de notre fonction, oula, il m'a complètement auto-complété, ok, on a juste besoin de marquer le nom de notre fonction, les parenthèses, et on n'oublie pas le point virgule, bien évidemment, puisqu'on fait appel à la fonction. Et là, ça suffit amplement, notre code est fonctionnel, hein. Si vous décidez de le compiler, il va bien vous afficher le carré de 5, donc il va vous afficher 25, s'il veut bien. Oui, non, ok. Bon, ça c'est fonctionnel, c'est, on va dire, la forme la plus simple de fonction que vous pourriez utiliser, puisque c'est une fonction qui ne prend pas de paramètres et qui ne renvoie rien. On va voir après
comment faire tout ça. Ici, j'aimerais juste me poser, pour ceux qui sont vraiment débutants en programmation, cette variable x que je crée ici, et d'ailleurs tout ce que je fais dans la fonction carré, ça n'existe de manière, en tout cas là à votre niveau, ça n'existe qu'à l'intérieur de la fonction carré pour l'instant. D'accord? Donc ça veut dire que je ne peux pas utiliser des variables que j'ai créées à l'intérieur de la fonction carré dans la fonction main. Je ne peux pas faire ça. Même si par exemple je mets la variable x en mutable, je ne peux pas arriver et dire que voilà, mon x est égal à 5. À 7 par exemple. Je ne peux pas changer sa valeur. C'est pas possible. Parce que le x là, il ne le trouve pas en fait. Il n'existe pas dans la fonction main. Donc vu qu'il n'existe pas, je ne peux pas y accéder. Donc ça, il faut faire très attention. Hein. Les variables que vous allez créer dans vos fonctions, ça va être des variables locales à vos fonctions. C'est-à-dire qu'elles ne vont exister que dans vos fonctions. En tout cas, avec ce bout de code là, ça va être le cas. Après, on verra s'il y a moyen de les sortir de vos fonctions. On verra comment faire. Mais pour l'instant, retenez, voilà, ce x là, il existe que dans la fonction carré. Et d'ailleurs, je peux totalement créer un x ici aussi, qui vaut 7, et les deux x sont entièrement indépendants l'un de l'autre, hein, ils n'ont aucun rapport. C'est pas parce que j'en modifie un que ça va modifier la valeur de l'autre, même s'ils ont le même nom. D'accord? Retenez bien ça, c'est important, ça vous évitera des soucis. Bon, elle est bien belle ma fonction carré, mais elle fait pas exactement ce que je voulais qu'elle fasse. Hein. Moi je voulais qu'elle me donne le carré d'un nombre, là elle me donne le carré en l'occurrence de 5 tout le temps. Donc c'est pas très pratique comme fonction, hein. C'est pas du tout utile. Donc moi j'aimerais bien voilà, pouvoir lui préciser de quel nombre je veux le carré. Voilà, je veux le carré de 7, le carré de 9, etc. etc. Et ben pour ça, plutôt que de déclarer mon x ici comme étant une variable qui vaut 5, puisque là du coup je suis obligé de lui mettre une valeur brute que je ne connais pas, enfin que je connais à l'avance, ce qui est pas le but ici, je vais dire que ma fonction carré, elle va prendre un paramètre. Et ce paramètre, ça va être le nombre de départ, le nombre à partir duquel je vais calculer le carré. Pour ça, je vais dans les parenthèses de ma fonction carré, je vais d'abord lui donner un nom à ce paramètre, donc en l'occurrence le nom, je vais lui donner le nom x, et ensuite je vais devoir préciser le type de ce paramètre. Donc ici c'est un i32 puisque on peut mettre au carré n'importe quel nombre réel, donc je vais mettre un i32, j'aurais pu mettre un f32 mais peu importe, c'est un i32. Donc là j'ai déclaré dans la signature de ma fonction, la signature c'est cette partie là, hein, tout simplement, c'est ce qui me permet de voir les paramètres et les éventuelles valeurs de retour dont on parlera après. Dans la signature de la fonction, j'ai précisé le paramètre x, et c'est ce paramètre là qui est utilisé dans mon code. Bon, là du coup c'est bien, ma fonction prend un paramètre, j'ai même le compilateur qui me dit que ma fonction elle prend un paramètre, donc enfin elle a un paramètre, donc il faut que je lui passe une valeur. En l'occurrence, quand on parle de la déclaration de la fonction, on parle d'un paramètre, mais quand on va lui passer des valeurs réelles, c'est-à-dire on va réellement lui passer des valeurs plutôt, et ben là on parle d'argument. Donc là il faut que je lui donne un argument. C'est pour ça que dans l'erreur d'ailleurs, il me dit que ça prend un argument mais que je n'en ai donné aucun. Bon, en argument du coup je vais lui mettre une valeur i32. Donc je peux lui mettre un 17 par exemple. Il aura aucun souci, ça marche complètement. Alors j'ai dit i32, hein, si vous mettez un autre type par contre ça va pas compiler, ça va pas fonctionner. Ça paraît logique mais je précise. Voilà. Mais par contre je peux lui mettre n'importe quelle valeur brute. Et il me sortira le carré de cette valeur. Donc voilà, pour ceux qui se demandent c'est quoi le carré de 17, et ben vous avez votre réponse. Le carré de 17 c'est 289. Voilà. Je suis pas obligé de lui passer une valeur brute d'ailleurs en argument, hein. Je peux lui passer une variable par exemple. Donc je peux créer ma variable y ici et je peux lui dire bah voilà, je te passe ma variable y. Et ça pose aucun souci. Et là, dans ce cas-là, alors même s'ils n'ont pas le même nom, hein, encore une fois, je reviens là-dessus, ce ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que là, ce x-là, il existe que dans notre fonction. Le y, il existe que dans cette fonction. Donc, quand je lui passe y, même si ici mon paramètre s'appelle x, ça pose aucun souci. D'accord? Bon, ça fonctionne. Je peux lui passer un argument, une variable. Bon. Maintenant, je vais faire une deuxième fonction qui va me permettre d'aller un peu plus loin. On va prendre deux paramètres cette fois. Donc on va faire la fonction mul. Je vais prendre un paramètre x qui est un i32 et je vais prendre un paramètre y qui est aussi un i32. Hop. Et là j'ai ma fonction, celle-ci, je vais lui faire quoi? Je vais lui faire afficher tout simplement
eh ben, la multiplication de x et y. Voilà. Donc vous voyez que pour préciser qu'il y a deux paramètres à ma fonction, je les sépare par des virgules. C'est aussi simple que ça. Et quand pareil je vais appeler ma fonction, du coup maintenant, je peux totalement décider, alors on va faire 15, allez, 15 fois 2, voilà. Je vais séparer les arguments par des virgules. Et je peux mettre autant de paramètres que dont j'ai besoin, hein. Je peux en mettre autant que j'en ai envie. Si j'en ai besoin de 5, j'en mets 5, si j'en ai besoin de 6, j'en mets 6, etc., etc. Et comme ça, vous voyez que déjà là, vous avez vraiment la possibilité de faire à peu près toutes les fonctions que vous voulez. Il y a vraiment moyen de faire des choses précises, hein. Vous pouvez même mettre à la place de types simples, vous pouvez mettre des types comme des tuples par exemple, hein. C'est une possibilité aussi. Vous pouvez faire ça par exemple, c'est totalement possible. On reviendra plus tard dans les vidéos sur tout ce qu'on peut faire avec, mais voilà, retenez que vous pouvez mettre tous les types qui existent en paramètres de vos fonctions. Bon, avant de continuer sur les valeurs de retour des fonctions, je vais juste parler vite fait de quelque chose. Le langage Rust est basé énormément, dans beaucoup de codes qu'on verra et qu'on va utiliser, est basé sur ces expressions. Alors, là je cite le langage, ces expressions, parce qu'en fait, le Rust fait la distinction entre deux choses, ce qu'il va appeler justement les expressions, et ce qu'il va appeler les statements, que je traduirai par instruction. Si vous avez une meilleure traduction, n'hésitez pas. Ces statements et ces expressions, comment on va les différencier? On va commencer par parler des statements. Les statements, c'est très simple, c'est une instruction, c'est pour ça que je traduis ça par instruction, qui va donc faire une action, ça peut être tout et n'importe quoi, hein, mais qui a la particularité de ne jamais renvoyer de valeur. C'est-à-dire que l'action qu'elle fait ne renvoie pas de valeur, elle se contente juste de faire une action. Par exemple, le let, ici, le mot-clé let, c'est un statement. Pourquoi? Parce qu'il va déclarer une variable, mais il ne renvoie pas de valeur. D'ailleurs, la preuve qu'il ne renvoie pas de valeur, c'est que je ne peux pas du tout écrire ça. Ça, ce n'est pas valide. Le let ici ne renvoie pas de valeur, donc je ne peux pas l'utiliser comme entre parenthèses affectation d'une autre variable. Vous comprenez? C'est pas possible, parce que c'est un statement. Les expressions à l'opposé, ça va être tout le reste en fait. C'est-à-dire que tout ce qui va s'évaluer en quelque chose et dont on va pouvoir justement récupérer la valeur, c'est une expression. Pour prendre un des exemples, hein, le 15 ici est une expression, c'est une valeur que l'on récupère. Alors en l'occurrence ici, c'est une expression somme toute basique, mais c'est une expression quand même. Si j'écris 15 plus 7, oups, j'ai effacé le 15, si j'écris 15 plus 7, ce truc-là, c'est aussi une expression. C'est l'expression 15 plus 7 qui va s'évaluer d'abord en une valeur, donc le résultat de 15 plus 7, et la valeur finale, elle, va être mise à l'intérieur du Y. Autre chose aussi, d'ailleurs, tout ce qui est entre des accolades, c'est une expression. Donc en fait, ma fonction main ici, là, tout ça, c'est une expression qui va s'évaluer en une valeur. Pareil pour ma fonction carré ici, pareil pour ma fonction mul ici. Et là, du coup, on aurait envie de se dire, oui, mais d'accord, mais ma fonction main, quel type de valeur elle renvoie du coup? Parce que si c'est une expression, c'est que ça renvoie une valeur. Et ben, on va voir ça après, après avoir vu un peu comment on renvoie des valeurs dans les fonctions, et vous allez voir, c'est très simple. Mais voilà, à retenir, ceci, c'est une expression, tout ça, là, les petites valeurs brutes un peu comme ça, c'est des expressions. Ma fonction ici, c'est une expression, puisque du coup, y a les accolades, et par exemple, le mot-clé let, c'est un statement, puisque ça se contente de faire une action et ça ne renvoie rien. Donc, à retenir, les expressions, des statements, et surtout, il peut y avoir des expressions dans des statements, et inversement, voilà, c'est tout à fait possible. D'ailleurs, vous pouvez en mettre autant que vous voulez, hein. Vous pouvez complètement mettre 5 expressions à l'intérieur du let y, enfin après le égal du let y, qui contiennent eux-mêmes des statements, enfin, c'est la fête, hein, vous pouvez faire ce que vous voulez. Bon, avant de parler du coup de qu'est-ce que ça renvoie, cette expression-là, on va juste voir comment préciser un type de retour quand, en l'occurrence, il y en a un précis, un normal, on va dire plutôt. Donc, si maintenant, moi, je veux plus afficher ma valeur ici, mais je veux renvoyer la valeur, je veux la récupérer, cette valeur. La première chose qu'il va falloir que je fasse, c'est que je change la déclaration de ma fonction, donc la signature de ma fonction,
et que je rajoute ceci. Donc un tiré du 6, un chevron en l'occurrence le côté supérieur, et le type de retour. Alors là en l'occurrence il n'y a pas besoin de nom, hein, on s'en fout du nom en soi. Par contre ici il faut le type de retour. Donc hop, je précise que c'est un i32 que j'envoie, puisque un i32 fois un i32, bah, bon, bah, ça, on voit très bien que c'est un i32. Là du coup maintenant il faut que je le renvoie, cette valeur, il faut que je renvoie un i32. Hein. Comment je vais faire? Ben je vais utiliser le mot-clé return, qui veut dire renvoyer. Hein. Voilà, ça va renvoyer la valeur. Et je vais lui passer, donc après, la valeur que j'envoie, suivie d'un point virgule. Et là, ça y est, là ma fonction mul, elle renvoie bien une valeur. Elle renvoie le résultat de x, y, y. Alors, c'est pas parce qu'une fonction a un type de retour, donc en l'occurrence par exemple i32, que ce type de retour est forcément utilisé. Par exemple, là si je change pas ce code et que je le compile, ça va marcher, hein, le code fonctionne, même si je récupère pas le résultat de x fois y. Je le récupère pas dans la fonction main, mais ça fonctionne quand même. Si en revanche j'ai envie de le récupérer, j'ai qu'une seule chose à faire, c'est tout simplement ici, le stocker dans une variable. Donc par exemple, voilà, on va faire la variable résultat, hop, de cette manière-là. Qu'est-ce qui va se passer? Il va d'abord faire appel à la fonction mul, il va calculer le résultat de y fois 2, et il va le stocker dans la variable résultat, qu'on va pouvoir, du coup, afficher. Et vous allez voir que ça va marcher comme tout à l'heure, sauf que cette fois, bah, j'ai bien récupéré le résultat dans la fonction main, en fait. Voilà. Et c'est vrai, j'avais changé 15 plus 7, du coup. Bon, c'est pas le même résultat, mais c'est pas grave. Bon. Avec ça, vous voyez comment on peut renvoyer des valeurs. C'est très simple. Je reprécise encore une fois, comme pour les paramètres, vous pouvez mettre n'importe quel type de retour, des types simples comme le i32, ou des types plus complexes comme des tuples, des tableaux. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Hein. Voilà. Quand on verra d'autres types, par exemple les structures et les énumérations, vous pourrez aussi les mettre en valeur de retour. Il y a vraiment tous les types possibles et inimaginables. Alors, une petite nuance qui existe, enfin une nuance, un petit ajout qu'il y a en Rust, c'est que quand on veut renvoyer une valeur, il y a une facilité d'écriture qu'on peut utiliser, c'est que au lieu de devoir écrire return suivi de la valeur suivi d'un point virgule, on peut directement écrire la valeur. Et là, il sait que ce truc-là, il doit le renvoyer. Il le sait. Comment il le sait? Parce qu'en fait, j'ai pas précisé de point virgule. Et donc, ceci va entraîner une règle d'or, c'est que vous pouvez faire cette notation-là, cette syntaxe-là, uniquement si c'est la dernière chose dans votre fonction, si c'est la dernière chose qui se passe. Si j'écris quelque chose après, genre println, par exemple, ah, j'écris println, on s'en fiche, j'ai oublié un mot, mais c'est pas grave, une lettre, c'est pas grave. Ici, il me met une erreur, mais c'est pas le println l'erreur. Non, c'est que il attend de moi que je mette un opérateur quelque chose ici, donc en l'occurrence, il attend de moi que je mette un point virgule. Vous comprenez? C'est-à-dire que je peux faire ça uniquement si c'est la dernière chose dans mon code. S'il y a quelque chose après, ça ne marche pas. Quelque chose au-dessus, ça pose aucun souci par contre. Hein, je précise bien, on peut totalement faire ça, ça ne pose aucun souci. Ce qui compte, c'est que ce soit la dernière chose. Voilà. Et ça, bah, si je recompile et que je relance, ça fonctionne de la même manière. Il n'y a aucun souci là-dessus. Bon. Maintenant, avec ça, on a vu comment préciser le type de retour. Et ben, on peut alors se demander, mais comment ça se fait que ceci est une expression, donc qui est censée renvoyer une valeur, alors qu'on n'a précisé aucun type de retour. En fait, ici, c'est encore une fois une facilité que le langage vous offre, nous offre, entre parenthèses, qui est que, voilà, cette fonction, en fait, quand elle renvoie rien, quand une fonction, quand une expression ne renvoie rien, en fait, ce qu'elle renvoie, c'est pas exactement rien. Elle renvoie un type qui s'appelle le type unitaire, et qui s'écrit comme ça. Voilà. C'est le type unitaire. Il s'écrit avec deux parenthèses, enfin avec des parenthèses comme ça, à ne pas confondre avec les parenthèses de la fonction, etc. Ça n'a rien à voir. Il s'écrit comme ça. Et quand vous avez ce genre de type en retour, et ben plutôt que de devoir à chaque fois écrire ça, ce qui aurait été très vite inutile, hein, on s'en rend bien compte parce que ça renvoie rien. C'est pas utile de préciser. Et ben on peut s'en passer en fait. Voilà, on peut l'oublier, on n'est pas obligé de l'écrire. Le compilateur comprendra très bien que ça renvoie le type unitaire, même si on l'écrit pas. C'est une facilité.
Et c'est aussi ce qui va permettre au passage que si par exemple dans votre fonction main, la dernière chose que vous faites c'est par exemple un println ça renvoie aucune valeur, hein, je peux pas récupérer une valeur d'un println, et ben du coup si c'est la dernière chose que je fais, je peux enlever le point virgule. Pourquoi? Bah parce que vu que println ne renvoie rien, bah c'est comme si je renvoyais le type unitaire, donc c'est comme si je renvoyais rien. Du coup bah tout est bien qui finit bien, j'ai pas besoin du point virgule ici, même si je vous conseille quand même de le mettre parce que voilà, là vous faites pas le println pour renvoyer une valeur, vous faites le println pour afficher, donc c'est plus clair dans votre tête de mettre le point virgule, mais sachez que voilà, si c'est la dernière ligne, vous êtes pas obligé de le faire puisque println ne renvoie rien. C'est tout ce que j'avais à dire sur les fonctions, en tout cas pour l'instant. On aura l'occasion d'en reparler encore des fonctions quand on verra d'autres notions plus avancées du langage. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous avez regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile, j'espère qu'elle aura été claire surtout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai dès que je peux et de la meilleure manière que je puisse. Sur ce, ciao!